Voilà, bonjour. Donc l'idée de cette première présentation, c'est effectivement, on va avoir plein d'activités, de conférences, d'ateliers, de fixer un petit peu le cadre et de définir un certain nombre d'enjeux de cette relation entre écologie et spiritualité. La première chose, quand on parle de crise écologique, je crois qu'il ne faut pas entendre le mot crise au sens habituel du terme, c'est-à-dire une crise, voilà, c'est quelque chose, un mauvais moment qu'on doit passer, et puis une fois passé, bon, il y aura eu quelques changements, mais on va plus ou moins revenir à l'état antérieur. Il ne s'agit pas du tout d'une crise dans ce sens-là, mais je pense qu'on peut plutôt parler d'une mutation. On est dans un temps de mutation, dont la crise écologique, au même titre d'ailleurs que la crise financière, la crise économique, la crise sociale, sont des manifestations. Et pour reprendre une expression qui a été utilisée hier soir, on est bien devant une crise systémique, une crise holistique. Par rapport à ça, l'éco-psychologue américaine Joanna Macy, dont Elena, qui est à l'origine du travail qui relie, que Elena va nous présenter, dit que l'humanité se trouve dans une situation sans précédent d'incertitude radicale. Alors, incertitude dans le sens où l'humanité se trouverait à un carrefour où nous aurions, au fond, à décider ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons être simplement les accompagnateurs d'une planète souffrante, au chevet finalement de cette planète, à lui prodiguer des soins palliatifs, ce qui est déjà pas mal, vous me direz, ou bien est-ce que non seulement nous sommes des accompagnateurs de cette planète en souffrance, mais est-ce que nous ne devrons pas aussi être comme des sages-femmes qui devront travailler à l'accouchement d'un monde nouveau? Je crois que là, on entre dans une autre signification profonde, spirituelle du mot crise, du grec crisis, qui est ce moment de choix, ce moment du discernement, ce moment du jugement. Et par rapport à ça, si nous choisissons aussi la deuxième option, c'est-à-dire de devenir des accoucheurs d'un monde nouveau, eh bien, cela signifie que nous devons nous engager d'une manière radicale dans ce que certains appellent la transition écologique. Dans le monde germanique, j'aime mieux, on parle de grande transformation. Joanna Macy parle de great turning, de virage, de grand virage, certains parlent de virage global, précisément vers un nouveau système, une nouvelle société, un nouveau monde, avec des relations plus équilibrées, plus harmonieuses entre l'être humain et la nature, qui suppose précisément une humanité réconciliée avec la nature et réconciliée avec elle-même. Alors, le deuxième mot, incertitude radicale, c'est évidemment le mot radical, qu'il ne faut pas entendre au sens politique de prendre des positions extrêmes, mais là aussi au sens étymologique de revenir aux racines. Et effectivement, dans une démarche éco-spirituelle, l'enjeu, c'est de ne pas s'arrêter aux causes symptomatiques de la crise écologique, mais d'aller véritablement à ses racines profondes. Et ces racines, comme l'a dit le père Philippe hier soir, elles sont bel et bien dans le cœur de l'homme. Elles ont à voir avec ses passions, avec sa cupidité, son avidité sans mesure, en précisant qu'aujourd'hui, c'est différent de l'époque des pères de l'Église, c'est que ces passions sont structurées par un système économique, mais ça suppose aussi, dans ces racines, de s'interroger sur le paradigme, c'est-à-dire la représentation, le système de représentation du monde lié à un mode de connaissance, le paradigme qui est au fondement même de la civilisation occidentale et qui est au fondement du système économique, que moi j'appelle CPC, croissanciste, productiviste, consumériste, ce système CPC qui, précisément, détruit la planète. Et ce paradigme, caractéristique de l'Occident, on peut dire, alors là, évidemment, je vais aller très vite, qu'il s'est cristallisé, pour
pourrait dire à la fin du XVe siècle, donc c'est ces 4 siècles de paradigme qui sous-tend ce système, et on pourrait le définir, ce paradigme, comme une conception de la nature, du monde, de l'être humain, une conception, je dirais, dualiste, désacralisée, matérialiste, utilitariste et patriarcale. Et ce paradigme, il est fondé sur la réduction de la nature à l'état d'objet, sur une approche très anthropocentrique, c'est-à-dire où l'être humain se place au centre de toute chose, et sur un mode de connaissance dominé, surdominé par la rationalité logique. Alors, c'est clair que si nous voulons être des accoucheurs et si nous voulons nous engager de manière radicale dans ce grand virage dont parle Johanna Macy, il est évident que le business as usual de l'écologie ne suffit pas. Bien sûr qu'il est important, c'est même essentiel, qu'il y ait des conventions internationales, comme celles que l'ONU peut élaborer, qu'il y ait des lois sur le CO2 par exemple, qu'il y ait des chartes éthiques des entreprises, qu'on développe les technologies vertes, les énergies renouvelables, et puis qu'on s'engage davantage dans tous ces éco-gestes que nous pouvons faire au quotidien. Tout cela est très important, mais constitue ce que moi j'appelle encore, au fond, une écologie extérieure. Et cette écologie extérieure, tout importante qu'elle soit, elle ne suffit pas, parce que précisément elle ne permet pas d'aller aux racines de la crise écologique. Elle reste sur un plan d'horizontalité, sans dimension de verticalité. Elle reste sur le plan du faire, sans permettre véritablement d'aller sur le plan de l'être. Et j'aurais envie de dire que c'est très souvent encore l'ego qui cherche une solution à une situation d'impasse qui a été créée par son hypertrophie. Et au fond, on est par rapport à la crise écologique exactement dans le type de problème dont parlait Einstein quand il disait « il y a des types de problèmes qu'on ne peut pas résoudre sur le plan de conscience où ils ont été créés ». Et donc nous sommes appelés justement à faire un saut de conscience, une levée de conscience, une mutation de conscience. Et dans ce sens, je pense qu'il faut redéfinir ou reconsidérer la notion même d'écologie. Le titre de cette retraite, c'est écologie et spiritualité. Alors c'est vrai que l'écologie, on l'a dit, voilà, c'est le discours sur la maison de notre terre, mais c'est souvent effectivement la sauvegarde. Dans le monde chrétien, on parle de la sauvegarde de la création. C'est comment, au fond, sauvegarder, conserver, préserver le milieu naturel. Mais je crois que dans la perspective d'une éco-spiritualité, il faut avoir une vision de l'écologie plus large et plus profonde. Ce n'est pas seulement la sauvegarde du milieu naturel, mais c'est en fait une écologie de l'esprit, c'est-à-dire que c'est un travail sur le milieu culturel, le milieu psychologique, le milieu spirituel, dans lequel se déploient les relations de l'être humain avec la nature et qui déterminent, d'une certaine manière, ces relations. Et ça suppose évidemment une mise en question profonde de toutes nos catégories et cadres de pensée, de notre système de valeurs, de nos approches, de nos comportements, etc. Et évidemment, avec là derrière la grande question du sens. L'enjeu n'est pas simplement la survie de la planète ou de l'humanité, mais bien évidemment le sens qu'on donne à cette vie sur Terre et à notre relation avec la Terre. Et c'est pour ça que dans cette perspective, ce à quoi nous avons à travailler, je reprends l'expression de Ken Wilber, qui est un penseur américain, très holistique, très systémique, et qui parle d'écologie intégrale. Nous avons besoin de développer une écologie intégrale et non pas intégriste, c'est-à-dire qu'en fait, cette écologie intégrale, elle doit se déployer sur 4 plans, qui sont 4 plans de transformation. Il y a un plan de transformation, on pourrait dire,
intérieur individuel, intérieur personnel, qui est précisément le plan de la conscience, qui a à voir avec nos perceptions de la nature, qui a à voir avec justement tout ce travail intérieur, nos désirs, nos peurs, qui a à voir avec notre mode d'être profond. Normalement, c'est ce travail de conscience, de transformation intérieure. Il y a un deuxième plan qu'on pourrait appeler, donc ça c'est le plan intérieur individuel, qu'on pourrait appeler un plan intérieur collectif, et qui est en fait une transformation culturelle qui va précisément porter sur les systèmes de représentation, la manière dont on se représente la nature et l'être humain, et le mode de connaissance lié à ce système de représentation, sachant que, eh bien, sous-jacent à nos relations à la nature et qui les détermine, il y a une certaine vision du monde, de la nature et de l'être humain. Le troisième plan, c'est le plan qu'on pourrait appeler extérieur, collectif, et ça c'est une transformation structurelle qui porte précisément sur tout le niveau institutionnel, le niveau des politiques, le niveau de l'économie. Il y a tout un travail à faire sur ce plan collectif extérieur, extrêmement important. Et le quatrième plan, qu'on pourrait dire extérieur, individuel, mais qui est aussi en partie collectif, c'est, je dirais, tout le domaine des pratiques. Tout le domaine des pratiques quotidiennes, des pratiques collectives, des pratiques communautaires, qui ont précisément, en particulier à voir non seulement au plan individuel avec tous les éco-gestes au quotidien que nous pouvons faire pour sauvegarder la planète, mais aussi qui a à voir avec toutes ces alternatives, toutes ces émergences d'alternatives dans tous les domaines, l'agroécologie, etc., qui sont en train de se développer et qui sont souvent des initiatives communautaires, des initiatives locales. Et ça, c'est évidemment extrêmement important parce que c'est aussi sur ce plan-là que vont s'incarner, au fond, toutes les transformations qui se passent sur les autres plans dont j'ai parlé. Et je crois que ce plan est d'autant plus important que nous sommes devant toute une série d'effondrements à venir dont je ne suis pas sûr qu'on va réussir à les éviter. Alors évidemment, on doit tout faire pour les éviter, on doit tout faire pour en limiter les impacts négatifs, mais je pense qu'un certain nombre de ces effondrements, on parlait du climat hier avec Gauthier, si on regarde vraiment objectivement les faits, sont assez inéluctables. Mais ce n'est pas une raison de désespérer, parce qu'en réalité, tout ce travail sur ces 4 plans, en particulier sur ces pratiques et ces initiatives et ces alternatives, au fond, c'est la préparation, et ce n'est pas rien, de l'après-effondrement. Parce qu'une fois que le système se sera effondré, il va falloir le reconstruire pour qu'il puisse repartir sur d'autres bases. Et tout ça aura été préparé à cet effet. Ça, c'est de plus en plus un peu comme je vois les choses. Donc l'éco-spiritualité, elle porte plus précisément dans ce système sur les 2 dimensions intérieures dont j'ai parlé, l'aspect de la conscience, de la transformation intérieure, spirituelle, et l'aspect plus culturel, intérieur, des représentations, des systèmes de représentation. Et quand on parle de éco-spiritualité, on a justement le titre de ces journées, c'est écologie et spiritualité. J'ai beaucoup tenu à créer ce néologisme, enfin c'est pas moi qui l'ai créé, à le reprendre, parce qu'en fait on lit vraiment écologie et spiritualité, qui est une façon, au niveau lexical pratiquement, d'exprimer cette unité profonde entre écologie et spiritualité. Il ne s'agit pas d'ajouter ou de verdir un engagement spirituel en lui ajoutant une couche d'écologie. Il ne s'agit pas non plus d'ajouter une couche de spiritualité à un engagement écologique, mais de bien comprendre qu'en réalité, les deux ne font qu'un. Les deux ne font qu'un parce que l'être humain est, avec la Terre, avec la planète, dans une communauté d'être, de vie et de destin. Et je crois que, en conclusion de cette première partie, eh bien, c'est un peu, pour reprendre justement ce moment d'incertitude radicale et ce choix devant lequel nous place Johann Hennessy, eh bien, voilà, nous sommes appelés à travailler à ce grand virage, et par rapport à ça, un philosophe catholique américain, Thomas Berry,
parle du Great Work, en fait en disant, voilà, chaque époque, chaque civilisation a eu son grand œuvre à réaliser, et pour lui, le grand œuvre de l'homme, de l'être humain, de l'humanité d'aujourd'hui, c'est précisément de travailler à ce passage, cette transition, cette transformation vers un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie entre l'être humain et la nature, après des siècles de destruction de l'habitat cosmique par l'être humain. Voilà pour la première partie, qui est un petit peu, évidemment d'une manière extrêmement résumée, ce qui me semble être un peu le cadre et les grands axes dans lesquels peuvent se situer les ateliers et les réflexions que nous allons partager ces prochains jours. Alors, dans ce changement de paradigme, dans ce virage, sur le plan des représentations et du regard que l'on peut porter sur les choses, il y a deux domaines qui sont extrêmement importants. C'est d'une part la place et le rôle de l'être humain par rapport à la création, par rapport à la nature, et puis il y a la manière dont on regarde la nature. La manière dont on regarde la nature, ce sera l'objet de ma deuxième conférence, où j'essaierai de poser justement un certain nombre d'éléments pour fonder théologiquement une présence du divin dans la nature, qui fait l'objet de grands débats aussi dans le monde chrétien. Et puis ici, j'aimerais simplement donner quelques aspects, quelques éléments pour poser le cadre d'une nouvelle relation entre l'être humain et la nature. Pour revenir à mes éco-psychologues américains, une des constantes dans leur réflexion, c'est de dire, voilà, la planète est malade, la planète souffre, et si elle est malade, c'est que l'humanité est malade. Et de quoi souffre l'humanité? De quoi est-elle malade? Eh bien, elle souffre d'une séparation, d'une dissociation par rapport à la nature. L'être humain est dissocié de la nature, c'est-à-dire que d'une part, il ne se perçoit plus, ne se vit plus comme partie intégrante de ce grand tout cosmique et écosystémique, mais il ne perçoit plus non plus ce cosmos, cette nature, comme faisant partie intégrante de son être. Donc cette dissociation, elle n'est pas simplement extérieure, se manifestant par des comportements et des modes de vie, elle est aussi intérieure, dans le sens où elle va jusqu'aux plus grandes profondeurs de la psyché humaine. Ce qu'il faut voir, c'est que cette dissociation et cette séparation n'a pas toujours existé. Toutes les réflexions qui se font aujourd'hui en situent l'origine, grosso modo, on pourrait dire avec le néolithique, avec l'apparition de l'agriculture, la domestication de la nature, des animaux, c'est-à-dire grosso modo il y a environ 10 000 ans, ce qui veut quand même dire qu'il y a plus de 3 millions d'années, voire 290 000 ans, si on prend l'Homo sapiens sapiens, dont Edgar Morin dit à juste titre que c'est plutôt un Homo sapiens des minces. Donc ça veut quand même dire 290 000 ans de vie en symbiose avec la nature, par rapport à ces 10 000 ans. Vous voyez, cette dissociation avec la nature, elle est quand même assez récente et n'est pas du tout un fait constitutif de l'être humain. Cette dissociation, eh bien, elle s'est développée précisément par en fait, l'évolution de la culture qui a abouti à ce paradigme occidental qu'on peut situer, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers la fin du XVe siècle. C'est un moment de cristallisation, évidemment, il se prépare au fil des siècles. Et ce paradigme, eh bien, il manifeste une séparation entre l'être humain et la nature, dans le sens où l'être humain va de plus en plus se poser comme en dehors de la nature, dans une extériorité par rapport à la nature. Il va se poser en position supérieure de domination par rapport à la nature. C'est la célèbre phrase de Descartes qui parle de l'être humain comme maître et possesseur de la nature. Et il va, ça c'est l'anthropocentrisme, se placer au centre de toute chose. Et d'ailleurs, vous voyez bien que le mot environnement
est très, d'une certaine manière, anthropocentrique, puisque la nature, la création, c'est ce qui nous environne, ce qui, évidemment, pose d'emblée l'être humain comme au centre de toute chose. Et puis on pourrait ajouter un quatrième point, c'est que cet être humain qui est en dehors, au-dessus de la nature, il est aussi, pour reprendre l'expression de Pierre Rabhi, il est aussi hors sol, un peu comme les tomates hollandaises, c'est-à-dire qu'il est véritablement coupé de ce substrat naturel par un mode de vie, une civilisation de plus en plus urbanisée, industrialisée, avec un mode d'éducation centré sur la rationalité logique et avec aussi un envahissement finalement du monde par toute une série de technologies qui virtualisent le monde et qui finissent par être un écran entre l'être humain et le réel. Alors, à ces éléments qui se développent avec la modernité occidentale, et on pourrait dire que, d'une certaine manière, Freud a rajouté une couche avec sa conception du moi atomisé, puisqu'on approche le moi et l'identité du moi comme précisément se définissant par ce qui n'est pas le moi, une espèce de frontière qui est placée entre le moi et le non-moi, la nature évidemment faisant partie du non-moi, et il est même encore allé plus loin, puisqu'il a défini finalement le devenir humain par une opposition à la nature, en allant jusqu'à dire que la tâche principale de la civilisation, sa raison d'être profonde et essentielle, c'est de protéger l'homme contre la nature. Et ça, évidemment, ça nous a conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de théories qui disent que voilà, nous sommes sortis de l'Holocène, qui est cette période géologique justement qui démarre à peu près il y a 10 000 ans, et nous sommes entrés à partir grosso modo du siècle, de la fin du 19e siècle, dans ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire que l'être humain est devenu en fait un agent de modification quasi tellurique, géologique, par le déploiement de ses activités. Alors, par rapport à ça, pour sortir, évidemment, l'enjeu c'est de sortir de ce paradigme, de ce dualisme entre l'être humain et la nature, eh bien, si on regarde les débats aujourd'hui sur l'écologie, j'ai l'impression, pour vraiment, alors là de nouveau je résume, qu'ils se situent souvent entre deux pôles. On a d'un côté un pôle que j'appellerais anthropocentrique humaniste, qui pose au fond l'être humain dans une perspective écologique comme le gestionnaire de la planète, mais une planète et une nature qui évidemment peut devenir très vite un objet, et cela peut aussi conduire justement aussi à un anthropocentrisme très fort, l'être humain gestionnaire, se replaçant au centre et devenant pratiquement une nouvelle forme d'autodéification dans les extrêmes. Et puis vous avez l'autre pôle qu'on pourrait appeler bio- ou cosmocentrique, et qui est un pôle dans lequel finalement l'être humain est considéré, de nouveau dans les extrêmes, comme une simple espèce parmi d'autres, n'ayant pas plus d'importance que le reste, certains même allant jusqu'à dire, ce qui sur un certain plan n'est pas complètement faux, que la nature et la planète se porteraient beaucoup mieux si l'être humain disparaissait. Et là, on peut arriver à une forme d'anti-humanisme et à une certaine forme aussi d'idolâtrie de la nature. Alors, ce que j'ai essayé de définir, c'est une forme de troisième voie entre ces deux pôles. Et j'appellerais cette troisième voie, et j'emprunte l'expression à un auteur que j'aime beaucoup, philosophe, théologien, catholique, mais en même temps hindou et qui se dit bouddhiste, enfin tout ça en même temps, qui est Raymond Panicard, et qui parle justement d'une perspective cosmothéanthropique. Donc c'est-à-dire cosmos, le cosmos, théos, Dieu, et anthropos, l'être humain. Cosmothéanthropique. Et cette perspective, eh bien, en fait, elle fait référence à cette unité profonde. Pour lui, c'est une unité structurelle entre, justement, le cosmos, l'humain et le divin.
Il appelle ça d'ailleurs, pour lui, c'est la trinité radicale. Radicale parce que précisément c'est la racine même de la vie et du réel. Ce réel, il est structuré par cette unité. Mais c'est une unité, et ça c'est très important, et là on est très chalcédonien, c'est une union sans confusion et une distinction sans séparation. C'est-à-dire que ces trois entités ne sont pas confuses dans une espèce de monisme, mais elles sont unies, mais sans confusion, et on les distingue, mais sans les séparer. Et ça, en tout cas, dans une perspective chrétienne, judéo-chrétienne, c'est un point qui est très, très important. Alors, pour sortir justement de ce dualisme, et pour incarner ce cosmo-théanthropisme, eh bien, il y a trois pistes que je vais esquisser rapidement. Il y a une première piste qui est de redécouvrir l'être humain comme microcosme. En fait, les trois pistes, c'est l'être humain comme microcosme, l'être humain comme microthéos et l'être humain comme médiateur. Alors, l'être humain comme microcosme. L'enjeu ici, c'est de retrouver cette unité, j'aurais envie de dire ontologique, ce lien ontologique, donc vraiment ancré dans l'être le plus profond, cette unité avec la nature, avec la création. Jean-Marie Pell parle de renaturer l'être humain. Et ça, évidemment, cela suppose une démarche par rapport à cet être humain qui se place au centre et au-dessus de tout, une démarche d'humilité. Vous savez, dans l'humilité, c'est l'humus qui est à la fois la racine du mot humilité, mais qui est aussi la racine de l'humain, et c'est en fait justement ce lien profond avec la Terre. Et le microcosme, eh bien, d'une part, il est à la fois partie intégrante du grand tout cosmique, mais en même temps, il porte en lui tout le cosmos, avec tous ses règnes, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Et c'est quelque chose qui est symboliquement très très bien exprimé par le récit de la Genèse, puisque l'être humain est créé, selon les récits symboliques, est créé en dernier, donc au fond comme une forme de récapitulation de tout le cosmos, mais qu'il est créé le 6e jour, c'est-à-dire le même jour que les animaux, donc nous sommes bien aussi des animaux, hein. Edgar Morin dit nous sommes des super primates, mais pas des extra primates, hein. Nous sommes bien des animaux, et puis nous sommes en fait conçus à partir de la terre, hein. C'est-à-dire nous sommes faits de la terre, de la glaise. Donc là, je pense que le récit biblique le montre bien, et cela veut aussi dire, par là même, qu'avec les insectes, avec les arbres, les plantes, les animaux, nous sommes tous les enfants d'un même Père créateur. Et j'ajouterais que nous sommes aussi les enfants de la même terre-mère. Et la terre-mère, que justement nos frères et sœurs chrétiens d'Amérique latine appellent la Pachamama, hein, la terre-mère, qui est une notion malheureusement qui a été évacuée par le christianisme en particulier à partir justement de la fin du Moyen-Âge, parce qu'on avait peur de relents un petit peu de paganisme, mais qui est une notion qu'on retrouve chez un certain nombre de pères de l'Église, comme par exemple Éphrem le Syrien, ou qu'on retrouve très très fortement, par exemple, c'est les philosophes religieux russes de la fin du XIXe siècle. Donc nous sommes aussi enfants de cette même terre-mère, ce qui veut dire que nous appartenons avec toutes les autres espèces, nous formons une forme, on pourrait dire, de fratrie cosmique, de communauté créaturelle, et qui a été extrêmement bien exprimée par François d'Assise dans son Cantique des créatures, quand il parle de mon frère soleil, ma sœur lune, etc. Donc, donc c'est extrêmement important, ce sentiment de fraternité universelle. Et je signalerai juste en passant qu'un penseur juif très important, Emmanuel Levinas, considère la fraternité comme le modèle par excellence de la relation éthique. Modèle par excellence de la relation éthique, la fraternité, qui appelle précisément à la responsabilité, et qui est une responsabilité qui n'est pas choisie, c'est une responsabilité qui nous devance, et qui d'une certaine manière nous oblige
Hein. C'est au fond la célèbre réponse, c'est la question, la célèbre phrase de Dieu à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? En sachant que ce frère, précisément, c'est la nature avec toutes les espèces qui l'habitent. Donc nous sommes dans une relation de solidarité, d'union, de communion, d'interdépendance avec la nature, et ce qui veut dire que tout ce que nous faisons à la nature, d'une certaine manière, nous le faisons à nous-mêmes. Et on pourrait même dire tout à l'heure, pour reprendre l'expression, que notre premier oikos, c'est notre corps, que tout ce que nous faisons à notre être, à notre corps, nous le faisons à la nature, selon ce principe d'unité profonde. Je voulais encore parler un peu d'éco-psychologie, mais comme le temps passe, on pourra en parler éventuellement à la pause. Très rapidement, les deux derniers points, j'arrive au bout. J'ai insisté sur cet aspect de microcosme, parce que je pense que retrouver ce lien avec la nature, c'est ce qui est aujourd'hui prioritaire, parce que je pense que aussi bien dans le développement de la civilisation occidentale que du christianisme, c'est précisément cet aspect-là de ces trois dimensions dont j'ai parlé qui a été le plus oblitéré et le plus négligé. Souvent, effectivement, la vie spirituelle a même été comprise comme une forme d'émancipation par rapport à la nature. Mais quand même, rapidement, la deuxième notion de microthéos. Microcosme, c'est le microcosmos, c'est l'imago mundi, l'image du monde. Le microthéos, c'est l'image de Dieu. Et là, c'est peut-être un point sur lequel, qui est un des points de divergence entre la tradition judéo-chrétienne et l'écologie profonde, en tout cas une partie de l'écologie profonde, c'est cette reconnaissance d'une place singulière, spécifique de l'être humain par rapport dans la création, et qui se manifeste précisément dans le récit symbolique de la Genèse par le fait qu'il est créé d'une manière différente. Voilà, d'abord, Eliane parlait hier soir de ce souffle qui est inhalé dans l'être humain, dans ses narines, pour en faire une âme vivante, donc il est créé différemment. Il est créé aussi à l'image de Dieu, avec comme mission de réaliser cette image, c'est-à-dire d'aller vers la ressemblance. Et bon, alors, il y a des bibliothèques entières qui ont été écrites sur ce que c'est que cette image. Certains ont mis l'accent sur la liberté, la capacité d'autodétermination, d'autres sur sa capacité, son pouvoir créateur, d'autres sur sa rationalité, son intelligence. Et moi, j'aime bien dire aussi, en suivant certains théologiens orthodoxes, que une des caractéristiques de l'image de Dieu, c'est précisément sa capacité de rendre grâce. Et puisqu'on est dans la journée de la gratitude, eh bien en fait, c'est une composante fondamentale de l'image de Dieu dans l'être humain, c'est sa capacité de rendre grâce. Et l'être humain, il est aussi créé corps, âme et esprit. Hein? Un corps, une âme, psyché, corps, soma, un esprit. Les pères appellent ça en particulier le nous, et qui est justement cette capacité de l'être humain qui, comme ils le disent, le rend capable de Dieu, c'est-à-dire le rend justement capable de voir au-delà du voile des apparences et de percevoir cette présence du divin dans la création et de percevoir aussi, je vais en parler plus en détail de cet aspect dans mon autre conférence, ces logos de la création qui sont en fait la raison d'être profonde de chaque créature dans la vision de Dieu. Mais évidemment, c'est en éveillant et en développant en particulier ce nous, c'est évidemment réintégré, uni au cœur et à l'ensemble des autres dimensions de l'être humain, que l'être humain se rend capable de percevoir ce mystère. Et le troisième point, qui fait la jonction entre l'être humain microcosme et l'être humain microthéos, c'est l'être humain médiateur. Grégoire de Nazianze, un père du IVe siècle, parle de l'être humain comme être frontière, c'est-à-dire qu'il est à la fois fait de la terre et appartenant au règne animal, et en même temps à l'image de Dieu, c'est-à-dire à la fois terre et à la fois ciel. Et cela détermine sa vocation profonde. C'est précisément d'être un trait d'union, de devenir un pont, un trait d'union entre la terre et le ciel. Et c'est sa vocation. Et cette vocation, si vous voulez, qui est sa spécificité, eh bien, elle n'est pas, au fond, le fondement ontologique d'une supériorité par rapport aux autres espèces. Elle ne peut en aucun cas justifier une domination, une exploitation. Elle est au contraire une
responsabilité. Et pour devenir ce pont, pour devenir ce médiateur, eh bien cette union de la terre et le ciel, il peut en être un véritable agent à partir du moment où il la réalise lui-même, où il la réalise à l'intérieur de lui-même, où il devient lui-même ce pont pour pouvoir ensuite œuvrer à l'union de la création avec le divin, donc à la transfiguration. Donc, on ne peut œuvrer à l'union de la création et du divin qu'à partir du moment où on commence à réaliser cette union à l'intérieur de nous, donc à être entré dans ce processus de transfiguration. Et mon vœu, eh bien, c'est évidemment que ces journées nous aident à participer, pas après pas, de plus en plus, à ce grand œuvre, pour reprendre l'expression de Thomas Berry. Merci.